Alors, je parle de AI Powered. Je vais pas trop détailler ça, mais je suis quand même à la FST. Les étudiants, ils connaissent maintenant un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, qui a démarré par des recherches dans les années 40 pour un peu mimer le fonctionnement de l'humain. Mais comme dit John McCarthy, "It's soon as it works, no one calls it AI anymore." C'est partout, on a partout l'AI qui tourne maintenant. Quand on interagit avec notre ordinateur, notre PC, notre téléphone, etc. Déjà, la donnée, elle est récupérée, elle est analysée et les algorithmes de AI tournent. Donc, bien sûr, le premier, c'est bien sûr le mathématicien Norbert Wiener, dans les années 40, dans les conférences de Massy en 1942, qui avait lancé un peu ce cycle de conférences c'était pas sur les AI, c'était sur la cybernétique, qui était la science, on va dire, de commander la machine et l'humain. La machine et l'humain, et donc ça a découlé sur l'intelligence artificielle avec John McCarthy et tout le groupe, notamment quelqu'un que nous connaissons nous en théorie d'information qui est Claude Shannon, il faisait partie de ce groupe, et donc c'est de là où partit l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que tout ce qu'on voit maintenant, ça existait déjà dans les années 40. C'est juste qu'on n'avait pas les ordinateurs suffisamment puissants pour analyser cette grande quantité de la data. Donc ça c'était la seule. Maintenant qu'on a des ordinateurs capables de traiter beaucoup de données très rapidement, l'intelligence artificielle est revenue et elle va revenir. Elle va être de plus en plus dans notre vie et bien sûr il y a des craintes pour qu'elle remplace l'humain, bien évidemment. Mais ça c'est un débat qu'on pourra avoir après. Je tiens à préciser l'élément principal pour moi dans l'intelligence artificielle, au-delà bien sûr des algorithmes et des modèles, etc., c'est ce qu'on appelle le Cyber Physical System. Le Cyber Physical System, c'est un système qui est je donne toujours cet exemple pour l'expliquer. C'est un système à moitié physique et à moitié digital. Vous prenez une voiture fabriquée dans une usine. Elle est vendue et quelqu'un l'achète. Elle roule sur la route. Elle roule et elle stocke la data. Elle stocke la data sur l'état de la voiture, sur tout ce qu'elle peut capter, c'est stocké. Quand elle va dans chez la maison, on va dire, toute la data, elle est récupérée. Donc, les ingénieurs qui sont dans l'usine, ils ont sorti un modèle, mais il n'est pas figé. La data qui va venir de toutes ces voitures à travers le monde va enrichir encore le modèle de cette voiture. Donc, en fait, on a une voiture qui est à moitié physique, elle roule, mais il y a un digital twin, une copie de cette voiture qui est numérique et qui est en permanence enrichie par cette data qui arrive. C'est ça le Cyber Physical System. Nous-mêmes, nous sommes devenus un Cyber Physical System. Nous avons une partie de notre vie dans le monde réel, mais nous avons des amis, nous avons des connexions que nous ne connaissons, enfin, on les a jamais vues, mais on a des amis virtuels, on discute, on fait des transactions, on fait beaucoup de choses donc notre vie n'est pas seulement ce qui se passe dans le réel, ce qui se passe dans le virtuel et ce qui se passe dans le réel. Donc nous sommes nous-mêmes un Cyber Physical System. Maintenant on parle de Cyber Cognitive ou Cognitive Cyber Physical System parce que il y a l'intelligence artificielle qui est rentrée, c'est-à-dire on a parlé de ce Cyber Physical System qui est une partie digitale, une partie physique, mais nous avons maintenant toute cette data qui est analysée par une composante tierce qui est les modèles mathématiques et qui permettent de prendre des décisions, donc notamment dans Agentic AI, ils peuvent prendre des décisions et bien sûr lorsqu'on va aller vers le monde des robots Physical AI, ils vont être en parfaite immersion dans le monde réel. Donc voilà, ça c'est le Cyber Physical System avec le Digital Twin. Je tiens juste à dire que pour la première fois au Maroc, on a créé un Digital Twin qui est une copie d'une partie du campus de l'UM6 à Ben Guerir. Nous avons travaillé pendant les 4 mois à peu près pour créer ce Digital Twin et donc nous avons digitalisé tout un espace où il y a une école, où il y a des restaurants, c'est comme une petite ville
2000 et nous avons une copie de cet espace. Quel est l'intérêt? D'abord, gérer la consommation d'énergie, parce que on peut optimiser la consommation d'énergie, gérer la consommation d'eau, gérer la sécurité, l'intrusion, etc. Donc c'est ça l'objectif, puisque c'est piloté par le département des affaires générales, qui est le département qui pilote le campus. Et donc nous avons commencé cette expérience qui a été maintenant finalisée. Vous voyez ici, c'est la copie numérique d'un bâtiment qu'on appelle le SHBM. Et là, vous avez le digital dans lequel on voit les gens et qui nous donne les data. Il y a un agent AI que nous avons programmé avec des partenaires, bien sûr, mais aussi avec des ressources de l'université Mohamed VI Polytechnique. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes en train d'étendre le projet où il y a l'UM6P, mais il y a aussi l'Université Hassan II, il y a l'UH1 aussi, et il y a d'autres universités pour essayer de transférer ce savoir vers les autres universités et essayer d'avoir une équipe qui travaille sur ces sujets. Alors, bien sûr, maintenant, l'AI, on l'a partout. Vous connaissez tous, bien sûr, le fameux ChatGPT, mais il y en a d'autres. Mais je voulais ici juste vous montrer que vers la mi-2025, 800 millions d'utilisateurs par semaine, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment l'innovation peut power ou bien renforcer la solidarité et le social? Bien sûr, l'intelligence artificielle, elle va rapprocher les services, elle peut assister des personnes âgées qui n'ont pas, par exemple, des gens à côté, ils peuvent les assister. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, si l'intelligence artificielle peut s'occuper de beaucoup de choses, on peut, moi je préfère bon, bien sûr, il va y avoir un robot qui va s'occuper de cette personne, mais de temps en temps, le peu de ressources humaines que nous avons peut venir voir ces gens et avoir une discussion avec ces personnes pour avoir ce lien social que j'ai cité tout à l'heure et qui est très important pour ne pas avoir de dépression, pour ne pas avoir de maladie. Quand on parle, ça nous fait du bien, on le sait tous. Donc la relation sociale, elle est irremplaçable. Bien sûr, la data qui nous permet par exemple, la data de cette personne âgée, on peut savoir que, par exemple, il y a un problème cardiaque qui est en train d'arriver et donc on alerte le médecin parce que cette personne, elle est devenue aussi cyber physical system et elle est là dans sa maison, mais il y a une copie d'elle chez son médecin et la data, elle est transférée en permanence. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Bien sûr, maintenant, l'intelligence artificielle, on peut parler avec elle, bien sûr, en utilisant un langage naturel. Donc tout ça, voilà. Je vais passer rapidement vers les risques, parce que je voulais quand même qu'on parle des risques, parce qu'on parle innovation, on parle maintenant, l'intelligence artificielle, elle est partout. J'ai donné des exemples de l'impact qu'elle peut avoir dans le monde de la solidarité, mais il y a des dangers. Par exemple, le biais et la discrimination. Si les modèles ne sont pas suffisamment entraînés, ils donnent des décisions qui ne sont pas des bonnes décisions, parce qu'on appelle le biais. Hein, en traitement de signal, en sciences en général, on appelle ça le biais. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils peuvent catégoriser les gens dans des catégories qui ne sont pas les leurs. Et ça peut être dangereux. Quelqu'un qui se déplace et il porte une casquette, on peut le labelliser directement à un voyou, alors que c'est quelqu'un qui porte une casquette. Parce que dans toutes les images que nous avons collectées, que la machine a collectées, tous ceux qui font des problèmes, ils portent des casquettes ou ils portent des capuches, donc ça pose un problème. Donc le biais, c'est un risque. Donc il faut avoir suffisamment de données pour les entraîner. Bien sûr, la privacy, la donnée, elle est là. Toute notre donnée, elle est partagée, notamment à travers le téléphone. Bon, le Maroc, c'est protégé par la CNDP, vous savez, il y a la Commission nationale de la protection de la data privée. Il y a, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a un arsenal juridique, on est à côté de la fac de droit, un arsenal juridique extraordinaire qu'il faut mettre en place pour protéger, bien sûr, les données. Bien sûr, toujours la qualité de la donnée, c'est aussi très important. Alors, j'ai parlé assez de la donnée, je vais passer à un autre sujet qui est l'énergie.
Vous savez que les serveurs qui traitent, parce que là on a des serveurs qui stockent de la donnée, mais quand on a besoin de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle et des modèles de l'intelligence artificielle, on a d'autres serveurs qui ont des capacités de traitement et qui vont consommer dans les 3-4 prochaines années jusqu'à 30 fois les serveurs actuels. Donc il y aura un grave problème d'énergie qui va s'aggraver encore davantage. Et donc c'est pour ça que il faut réfléchir à comment on construit les modèles. Là il y a l'innovation, j'invite les matheux et un peu ceux qui travaillent sur les modèles à réfléchir sur des modèles avec low complexity, avec une complexité faible, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau, il fait des choses extraordinaires, il n'a pas besoin d'un mégawatt pour tourner. D'accord. Donc il y a bien sûr toujours Allah subhanahu wa ta'ala, on peut s'inspirer de l'humain et surtout développer des modèles à faible complexité, parce que l'énergie c'est le plus gros défi en plus de la data privacy, c'est le plus gros défi de l'intelligence artificielle dans le futur. Alors, bien sûr, j'ai parlé de la frugalité. Moi, je suis une Sophie innée, donc ça, c'est très important d'aller vers des approches qui ne consomment pas beaucoup de ressources, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, mais ça va au-delà, parce que vous voyez que j'ai cité beaucoup de civilisations qui adoptent la frugalité depuis toujours. Bien sûr, le taoïsme, les soufis marocains, Gandhi, etc. C'est une philosophie c'est une philosophie de la parcimonie, de ta'affuf. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ta'affuf. Les gens qui, même s'ils sont dans le besoin, ils ne demandent pas, parce que on est toujours minimaliste et on essaie. Pour moi, j'essaie de l'expliquer aussi dans le sens où ce n'est pas la peine d'aller acheter des solutions qui coûtent très cher. On peut développer des solutions à l'université pour les besoins, pour le besoin local, et on gagne sur tous les côtés, parce que la frugalité, c'est aussi comment je peux utiliser un minimum d'énergie pour un maximum d'impact au sens physique. Cette énergie, elle peut être n'importe quoi, l'humain, l'argent, les ressources énergétiques, etc. Donc lorsque on fait ce parcours qui adopte la frugalité, déjà on économise les ressources, mais au-delà, et je vais revenir, voilà. Ce diagramme, je l'avais présenté en 2014 à Paris. Et c'était sur cette notion de frugalité et de ville intelligente qui sont pilotées par une machine d'intelligence artificielle qui est au centre. Vous voyez qu'on a ici une machine qui apprend. Voilà, qui apprend de tout l'écosystème, mais au lieu d'aller adresser des problématiques, je vais adresser l'énergie, je vais adresser l'éducation, je vais adresser ceci, cela, on commence par connaître les besoins. Start from needs. Citizens, social, cultural, economic and environmental needs. Parce que chaque territoire, il a ses besoins. Les territoires n'ont pas les mêmes besoins. Donc il faut qu'on commence par une analyse de données, par les needs. Le point démarre ici, dans les besoins. Et quand on collecte ces données, on les analyse, c'est pas la peine d'aller chercher des solutions, comme j'ai dit, de l'étranger. On passe par l'université. Chaque territoire, alhamdoulilah, dans notre pays, il y a une université, il y a une faculté, il y a une EST, il y a une FST, il y a une faculté des sciences, il y a une faculté des lettres qui sont très importantes dans tout le territoire. Donc, on passe par l'innovation dans le territoire. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va nous coûter moins cher, mais deuxièmement, on va former les jeunes à innover et à trouver des solutions pour leur environnement. Déjà, ça les valorise. Mais aussi, on crée le capacity building local. On va créer la compétence localement. Parce que si on achète les solutions, on va continuer à acheter. Vous connaissez tous, bien sûr, le proverbe chinois, ne me donne pas un poisson, apprends-moi à pêcher. Donc, le fait de passer par l'université, même si les solutions ne sont pas parfaites, c'est pas grave. On va évoluer petit à petit et on va former des jeunes qui sont capables d'innover. Donc, passer par l'université, par des living labs, par des innovation hubs, etc., pour donner des solutions à des problématiques locales. Parce qu'on ne va pas résoudre le problème de la modélisation du climat ou de la météo. On va résoudre des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes qui sont autour de nous, qui ne sont pas des problèmes complexes mathématiquement ou scientifiquement. C'est ça la frugalité. Je ne vais pas chercher à modéliser la trajectoire de je ne sais pas, du satellite, parce que ça c'est
travaille dessus. Mais le problème qui est à côté de ma porte, il n'y a que moi qui peux le résoudre. Les autres ne vont pas venir ici pour le résoudre. Donc c'est très important que l'université, la faculté, bien sûr, soit ouverte sur son territoire. Bien sûr, ce n'est pas le rôle que de l'université, parce que l'université, avec toute la gouvernance locale, et c'est ce qu'on appelle les smart cities ou les smart territoires, c'est-à-dire il y a une gouvernance locale qui va permettre. Donc on répond par l'université, mais avec l'éthique. Il faut qu'on soit inclusif, on ne va pas chercher à aider que ceux qui sont capables d'être aidés. Je prends le cas du digital. C'est pas tout le monde qui sait utiliser le digital. Si on trouve des solutions avec des solutions digitales, mais on ne fait pas ce qu'on appelle la digital inclusion. Il faut accompagner tout le monde pour qu'ils sachent utiliser le digital, pour qu'on soit dans l'inclusion, parce que je peux réussir, donner de très bons résultats, mais j'ai des problèmes sociaux, qui vont me bloquer. De toute façon, ils vont me bloquer. Même si moi j'essaie de les ignorer, ils vont me bloquer. Donc il faut absolument être inclusif et embarquer tout le monde dès le départ, bien sûr une approche green, et c'est ce qui va renforcer la résilience. Donc c'est cette machine au centre qui est une machine learning qui essaye de récupérer la data et d'assister le déploiement des solutions, et tout en étant solidaire. Donc science, innovation au service de la solidarité. Un dernier point ici qui est important, c'est la souveraineté. J'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de data privacy, mais un autre problème, c'est l'énergie. Pardon, la souveraineté. La souveraineté, c'est que la data que nous sommes en train de générer, les applications que nous utilisons, les services que nous déployons, il ne faut pas qu'ils soient hébergés à l'international ou à l'extérieur. Parce que surtout si c'est une data sensible, il faut qu'elle soit hébergée dans des clouds souverains. Il faut qu'on ait des clouds souverains. Alhamdoulilah, au Maroc, on a 3-4 clouds souverains, mais ce ne sont pas des clouds actuellement capables de déployer des solutions d'intelligence artificielle. Ce sont des clouds de stockage pour le moment, donc il faut les augmenter avec bien sûr des capacités de GPU, etc., pour qu'ils puissent être capables qu'on puisse être capable de faire tourner dessus des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça c'est fondamental. Fondamental, parce que si vous développez des solutions et votre data elle est ailleurs, elle peut être biaisée. On peut injecter de la fausse data dedans pour que votre décision ne soit pas bonne, ou bien on peut vous créer un problème sournois qui va surgir un jour. Ou pire encore, on va orienter vos jeunes, on va leur donner des informations qui vont les orienter, et ça c'est dangereux. Donc la souveraineté elle est fondamentale. Bien sûr, je ne peux pas parler de l'État social sans parler du projet de Sa Majesté Mohamed VI Lansro, qui a, dès le début de son règne, en 1999, il a posé les jalons de l'État social, beaucoup d'initiatives très importantes, l'initiative nationale du développement humain, bien sûr la Constitution 2011 qui a renforcé l'État de droit, le nouveau modèle de développement, et la réalisation pour moi qui est extraordinaire, que j'ai toujours qualifié de révolution sociale, c'est le système de la protection sociale. Le système de la protection sociale est tout simplement extraordinaire, puisqu'il a permis quand même à des millions de personnes de bénéficier des soins, etc. Bien sûr, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, la déclinaison, moi je parle d'abord de la vision et de solutions qui sont là. Après la déclinaison, on peut faire mieux, on peut faire moins bien, ça c'est autre chose. Mais il y a déjà un cadre, il y a déjà une vision, il y a des réalisations importantes, puisque 10 millions de personnes bénéficient, et encore 4 millions de familles. Qui dit 4 millions de familles, c'est 12 millions de personnes qui reçoivent une aide. Bien sûr, elle peut être plus, elle peut être moins, c'est pas ça. Le mécanisme, il est là, et quand on oriente les budgets vers les priorités, on peut se focaliser sur les plus vulnérables. Et pourquoi je cite la protection sociale? D'abord, pour l'État social soutenu et par la vision de Sa Majesté Lansro, mais aussi la digitalisation. Elle a été utilisée dès le départ dans cette vision, puisqu'il y a le registre social unifié, qui est un registre qui a maintenant la data de plus de 17 millions de personnes, d'après les statistiques que je connaissais, donc c'est extraordinaire. La solidarité, c'est dans l'ADN des Marocains, bien sûr, parce que les Marocains, quand on parle marocain, on parle famille. Je me rappelle d'une étude qui a été faite par le Parlement en 2023, si ma mémoire est bonne, et qui a sorti la famille comme la première institution dans laquelle les Marocains
ils font confiance. Les Marocains font confiance à plus de 90% dans la famille. Donc la famille, c'est une valeur sûre et il faut capitaliser. Et c'est la solidarité. Lorsqu'on a quelqu'un dans la famille qui a des problèmes, toute la famille se mobilise et ça, c'est dans notre ADN. Bien sûr, vous avez vu ce qui s'est passé à House, une solidarité extraordinaire que tout le monde nous a salué pour ça. Rapidement, la solidarité, c'est aussi des politiques publiques, bien sûr. Alors donc, j'avais bien sûr, après une analyse de data, une analyse de la situation, on avait proposé une stratégie, une politique publique que j'avais nommée GIST, Green, Inclusive, Smart, Social Regeneration, et qui était bâtie sur 3 piliers. D'abord, digitaliser toute l'infrastructure sociale. Pourquoi? Pour avoir la data. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe à Rabat, qu'est-ce qui se passe à Casa, à Tanger, à Tinrir, etc. Si je n'ai pas la data, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Les gens sont limités, il faut avoir la data. Donc il faut automatiser le système de la collecte de la data et le digitaliser. La deuxième chose, bien sûr, c'est la femme, c'est le pilier de la famille. Donc pour moi, la femme, quand on aide la femme à s'en sortir, on fait du woman empowerment, on aide toute la famille. Parce que la femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est le pilier de la famille. Bien sûr, messieurs, ne vous inquiétez pas. Le père, il est très important, mais vous connaissez bien sûr Qalb al-Yahtadim al-Jami'. Donc le dernier point, c'est la famille. Donc tout le monde, bien sûr, Family, Value System and Sustainability. Ce que je voulais vous dire juste que parmi les leviers, j'avais la digitalisation et j'avais l'innovation. Voilà, l'innovation, bien sûr, le partenariat, etc. Donc, comment mettre en place cette politique qui a été, donc on a réfléchi, on l'a mise en place, on l'a modélisée, on a déployé des programmes qui est si à faire. Donc, c'est tout simplement, voilà, One Stop Smart Social Desk. Donc, partout, dans tous les centres sociaux, il faut qu'il y ait One Stop Smart Social Desk. Lorsque le citoyen arrive, il trouve un guichet social unique dans lequel il peut l'orienter vers les différents services. Parce que le budget, il est limité. Il est limité. Donc, comment on fait? Eh bien, on mutualise les ressources. Au lieu que je déploie un centre pour la femme, un centre pour les personnes âgées, un centre pour les personnes handicapées, le centre de la femme, par exemple, qui est dans le village, elle permet à l'handicapé de venir et d'accéder à des services en ligne, mais aussi de prendre un rendez-vous vers un centre de handicap qui est le plus proche. Donc, mais il n'a pas à se déplacer pour aller chercher son rendez-vous. Le premier point social, il y a un bridge, il y a un desk social virtual smart social desk qui lui permet de rentrer. Donc ça renforce la solidarité parce que mon objectif, il y avait 2 choses qui me tenaient à cœur, c'est les filets sociaux. Parce que quand vous arrivez, vous avez beaucoup de problèmes, il faut assurer les minima. Ça, c'est la première chose. C'est les filets sociaux. Le premier filet social, c'est que personne ne doit rester dans la rue. Ça, pour moi, c'était le premier filet social. Comment on peut avoir avec ces centres une collecte d'informations pour que si on détecte un enfant dans la rue, on va le chercher. Si une femme est agressée ou elle est fâchée avec son mari ou je ne sais quoi, elle sort dans la rue, elle reste pas dans la rue, on va la chercher. C'est le fait de faire rentrer les gens dans un endroit pour dormir, pour trouver à manger, pour avoir une relation sociale. Ça, c'est le premier filet social. C'est la solidarité. C'est le premier filet social. Il faut assurer le filet social de la solidarité. Le deuxième filet social, c'est l'insertion sociale. Parce que ces gens-là, je les rentre dans des centres pour qu'ils puissent dormir, pour qu'ils puissent... Comment je fais ça? Grâce à ce réseau digital qui me donne l'information. Et donc, je sais que cette nuit, il y a 2000 personnes que j'ai récupérées de tout le Maroc, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que j'en fais? Ces 2000 personnes, je les ai hébergées en tant que l'État. L'État les a hébergés, l'État leur a donné à manger, mais je ne peux pas les laisser là. Si je les laisse là, ça va me coûter de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je les profile. C'est une femme, qu'est-ce que je peux lui faire comme parcours de formation? C'est un jeune, qu'est-ce que je peux lui faire? Je n'ai pas à inventer. Il y a déjà beaucoup de programmes. Mais si j'avais comme le X-Road de l'Estonie, tout est interconnecté, je peux les dispatcher. Et ça peut être fait pas par l'humain, par une machine intelligente, par l'intelligence artificielle. Puisque la data arrive, les gens sont profilés, les services sociaux sont là, et comme on dit en maths, on peut faire un mapping ou une bijection ou autre pour orienter les gens vers ce qui existe.
On va pas inventer. Déjà, ce qui existe, il faut optimiser l'utilisation. Voilà, donc vous voyez ici, voilà, c'est la digitalisation de tous les services, mais un baromètre social et l'interconnexion. Voilà, j'ai essayé de... Alors, quelques exemples. On avait créé justement un programme pour la solidarité vis-à-vis des femmes, et pour le déployer, j'avais pas de moyens. J'avais 1 million, enfin bon, 1 milliard de dirhams. C'est 0,25% du budget de l'État. C'est rien du tout. Comment on fait avec 0,25% du budget de l'État? C'est pas possible. Donc il faut utiliser l'approche augmented system. Comment je vais augmenter mon système? Grâce au digital. Je vais créer des agents digitaux et des agents AI qui vont nous aider. Et donc, le réseau que nous avons mis en place pour inscrire des femmes, il y a eu plus de 80 000 femmes qui ont été inscrites et ils ont été profilées justement donc on avait commencé avec quelques régions, notamment Dakhla, Fès, qui sont maintenant sur les femmes sont arrivées à l'accompagnement, d'autres étaient en retard. Et donc voilà, grâce au AI, grâce à la digitalisation, on a quand même eu 80 000 femmes inscrites et la formation était en ligne parce que je ne peux pas payer des agents sociaux pour aller les former, c'est impossible, on n'a pas les moyens. Et je ne peux pas faire ça pour des milliers et des millions de personnes. Par contre, les femmes, elles venaient dans les centres sociaux ou à travers chez elles, s'ils ont la connexion, et elles rentraient dans des plateformes. On avait acheté des cours sur Coursera, sur des plateformes en arabe, et les femmes rentraient et se formaient sur l'employabilité, sur les soft skills. On avait créé ce qu'on appelle les incubateurs sociaux. Vous entendez parler des incubateurs économiques, bien sûr, pour créer des projets et les financer, mais avant, parce qu'on parle de solidarité, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Les gens sont perdus. Il faut les accompagner. Donc, il faut les accompagner par les soft skills. C'est la confiance en soi, c'est l'accompagnement social. Et ça, c'est dans des incubateurs sociaux. Voilà, donc ça, c'était un exemple. On peut revenir dessus. Je veux juste terminer, c'est le dernier slide, sur l'handicap. Alors, l'handicap, la science et l'innovation ouvrent des perspectives extraordinaires. Déjà, vous savez, par exemple, avec les lunettes AI, les personnes âgées, les personnes aveugles peuvent être guidées. C'est comme s'il a quelqu'un à côté qui voit devant lui, on n'a pas besoin d'un accompagnateur. On avait un grand problème pour les enfants autistes. Ils ont toujours besoin de quelqu'un à côté. Eh bien, les enfants autistes, on peut innover dans le sens où on leur met un casque parce que quand ils entendent une musique particulière, etc., un environnement de lumière particulier, ils se calment. Donc ça aussi peut être adapté à leur humeur, à leur situation, d'une façon... on est en train de travailler aussi avec une fondation pour aussi les personnes, tout ce qui est entraînement à l'apprentissage de la parole pour les personnes qui sont récemment greffées, qui sont les sourds qui ont été greffés. Et ça, on a mis en place un petit algorithme d'intelligence artificielle entre l'UM6P et Hassan II pour les accompagner à ce que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orthophonistes dans le Maroc, les gens viennent de très loin pour voir un orthophoniste pendant une demi-heure, alors qu'une machine une machine bien sûr intelligente, ou un algorithme intelligent peut les accompagner chez eux, et la maman rentre avec l'enfant et on l'entraîne sur un dictionnaire 24 heures sur 24, et bien sûr les résultats sont transmis en ligne à l'orthophoniste qui peut superviser 100 en même temps au lieu de superviser un seul enfant. Voilà quelques exemples. J'ai essayé tout simplement, bien sûr, des exemples Alors ici, je termine par la FST dans Stats. Stats, bien sûr, c'est une province agricole par excellence, et où il y a maintenant des problèmes d'eau comme partout dans le Maroc, etc. Mais on peut je sais qu'à la FST, il y a la biologie, il y a la géologie, il y a peut-être un peu d'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Donc il y a des nouvelles techniques d'agriculture, de smart agriculture d'abord, qui peut optimiser l'eau, les engrais et en même temps produire l'énergie. Mais là, vous avez les raisins qui poussent en verticale par des techniques d'aquaponie ou autres. Donc voilà, donc là c'est des pommes de terre qui, au lieu de pousser dans la terre, ils poussent suspendus. Ça c'est les Chinois parce qu'ils ont beaucoup de gens à nourrir, donc ils innovent pour une productivité extraordinaire. Et donc ça c'est l'innovation. Avec la science que vous connaissez, regardez le besoin autour de vous, commencez par Stats.
Allah yjazikom bi khair. Commencez par ça, regardez quels sont les problèmes pour développer des solutions avec les agriculteurs, avec les associations. Inch'Allah, ikon khair. Voilà, on avait mis en place un programme de Idouar ou de village intelligent où justement, grâce au digital et à l'accès en ligne, on accompagnait les femmes qui faisaient de la tapisserie, etc., etc. Je ne reviens pas sur ça, mais si vous êtes intéressés, on peut en parler. On a mis en place un portail de formation en ligne aussi. Ça, c'était on avait fait une publication avec des Indiens et donc des étudiants peuvent délivrer des cours en ligne à des femmes qui, chez elles, n'ont pas le temps d'aller peut-être dans les programmes de lutte contre l'analphabétisme. Voilà. Donc, pour conclure, the key takeaways avec vous, c'est la frugalité. On peut faire beaucoup de choses avec peu de choses. Ne dites pas on a besoin parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Si on optimise ce qu'on a sous la main, on peut faire beaucoup de choses. Donc orientez-vous vers non pas innovation, but frugal innovation. Frugal innovation pour votre environnement avec le peu dont vous disposez. Of course, human connection remains central to effective social support. Quand on parle de solidarité, le côté humain ne peut pas être remplacé par la machine. Donc ça, c'est fondamental. Aussi, prenez en considération le contexte social, parce que science-innovation, il y a un contexte. Il y a des solutions qui peuvent être refusées par le contexte social. Et donc, on ne peut pas importer les solutions, développer bien sûr, il faut s'inspirer, comme on dit, think global, but act local. Il faut s'inspirer de ce qui se passe dans le monde, mais essayez toujours de respecter le contexte culturel dans lequel vous êtes en train de développer des solutions d'innovation. Et bien sûr, c'est pas l'innovation technologique qui est le but. Toujours posez-vous la question, les étudiants, je m'adresse aux étudiantes et aux étudiants, quand je fais cette innovation, quel est l'impact social? Combien de personnes vont être touchées? Est-ce que ça va résoudre un problème? Parfois, on a des innovations, on pense à des brevets, mais ils n'ont pas d'impact social juste à côté, ils n'ont pas d'impact tout court à côté. Donc, commencez par orienter votre innovation et recherche vers le besoin local. The future is hybrid, of course. Il y aura pour moi l'humain et la machine. Bien sûr, si on fait rien, il y aura que la machine. Je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix, mais quand je l'ai vu la première fois, ça m'avait fait froid. Donc, je veux pas que mes enfants et mes futurs petits-enfants soient dans des cocons en train de rêver pour que leur data alimente les robots et l'intelligence artificielle. Donc ça, ce sont des choix sociétaux. C'est à nous de prendre la main sur la chose et de forcer la recherche et développement pour garder la place de l'humain. Mais bien sûr, il y aura d'autres métiers. Des métiers vont disparaître et des métiers vont naître. Mais les humanities, les sciences humaines et la créativité, la machine n'est pas créative. Je défie qui que ce soit qui dit que la machine est créative. La machine n'est pas créative. L'humain, et d'où vient la créativité, vient de l'intelligence émotionnelle, la relation sociale. Si on n'avait pas, lorsque l'humanité était isolée, l'humanité n'a pas fait de saut sociétal. Lorsque les gens ils ont appris à voyager et à se أكرمكم عند الله أتقاكم والسلام عليكم ورحمة الله.